nos histoires s'écrivent avant même de dire « je suis ». Elles s'écrivent dans l'histoire de nos aïeux, de nos frontières, de nos histoires communes. Et chacun de nous interprète une partition de son histoire familiale. Cette partition joue une musique, a une mélodie et un rythme qui dessine un voyage singulier. Dis-moi ce que tu as traversé et je te dirai qui tu es. Tariq Ramadan est un intellectuel suisse, philosophe, islamologue, professeur émérite de l'université d'Oxford. Il marque et a marqué des générations par son apport concernant les musulmans et les musulmans en Occident, mais aussi l'universalité qu'il porte en lui, la traduction de plusieurs espaces et un regard à la croisée des chemins. Il est aussi un père, un époux, un frère, un fils, un homme et une destinée que nous avons voulu découvrir et faire découvrir à travers des échanges au cœur de l'ambiance intimiste qu'offrent les entretiens psychologiques. Les histoires vraies ne s'achèvent pas, elles se continuent à l'infini. L'histoire de Tariq Ramadan commence en 1962 à Genève. Cette histoire, nous allons vous la raconter. En 1986, un événement important, le 9 janvier 1986, votre mariage. Vous épousez Iman, que vous connaissez en fait depuis très longtemps puisque vous êtes des amis d'enfance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce moment important de votre vie? Celui qui est mon ami d'enfance, c'est son frère. On n'est pas des amis d'enfance, on est des connaissances d'enfance, mais en fait pendant toute notre enfance, on n'est pas très amis, on va dire. Pendant de nombreuses années, on n'est pas très amis. Je suis surtout l'ami de son frère, et puis, eh bien, au gré de l'évolution, même de ses études, Iman, elle va se questionner par rapport à la religion, même par rapport à l'islam, même avant même le mariage. Et puis vient ce moment du mariage qui est important sur plusieurs registres. Il est important parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va être très très fondateur dans ma vie, puisque ça va triplement me stabiliser en fait, sur le plan affectif. Évidemment parce que c'est un mariage, c'est pas un mariage qui se fait comme on peut l'avoir du point de vue traditionnel dans les familles du Sud, où parfois même on se marie, on se connaît pas. Là, on a une longue connaissance. On est tous les deux d'ailleurs surpris de se retrouver ensemble parce que rien ne permettait de le présager, parce qu'on est différents, parce que justement on a eu des années où on ne s'entendait pas particulièrement, où on n'échangeait pas. Et pourtant, ça se passe. Et donc, cela veut dire que le sentiment, que l'amour, que le projet de vie, que la relation en Dieu, elle est plus forte que tous ces obstacles-là. Donc ça va m'apporter cette stabilité-là, elle est importante, une stabilité affective, un sens, un cadre. En même temps que pour elle, c'était pas facile, parce que autant j'ai été très proche de sa famille, autant son cheminement à elle a déchiré sa famille. Il a même été jusqu'à déchirer ma relation avec son propre frère, mais avec ses parents, ça a été extrêmement difficile pendant les premières années. Et donc d'autant plus, on a dû construire un noyau extrêmement solide, parce que même dans ma famille à moi, le fait de me marier avec une femme qui était suisse et convertie, c'était accepté parce que mes aînés avaient vécu des choses similaires. C'est pas forcément ce qu'on espérait pour moi. Et donc il a fallu aussi, de ce point de vue-là, que j'affirme cette volonté de mon côté et qu'elle l'assume de son côté. Ça a été beaucoup plus difficile pour elle que pour moi. Mais à côté de la stabilité affective, de l'amour, de ce que l'on était en train de créer, ces adversités-là ont donné encore plus de force à relever le défi de ceux qui elles, se sont distancés d'elle parce qu'elle était devenue musulmane, parce qu'elle avait fait un choix. Et de moi, parce qu'à un moment donné aussi, je m'affirmais dans ma famille avec ce choix-là. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Le deuxième élément qui est important, c'est que à ce moment-là, on est tous les deux très jeunes. On est tous les deux très jeunes. Moi, au moment du mariage, quand on se marie le 9 janvier 1986,
Moi, j'ai pas encore 24 ans et elle pas encore. En fait, on est à ce moment-là, on a le même âge. On est à 23 ans. Et c'est à ce moment-là, ce mariage-là, cette situation-là, va être aussi un changement dans ma psychologie. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de construire va faire en sorte que l'idée du retour en Égypte ou de l'Égypte comme étant va définitivement être derrière. C'est plus du tout le projet de vie. C'est-à-dire que c'est la deuxième des stabilités qui était importante, c'est trouver sa place, trouver son lieu de vie. Parce que pendant des années, je ne savais pas. Autant à des moments donnés, quand j'étais jeune, je pensais à l'Égypte. Ensuite, quand j'avais 18 ans, je pensais partir. Pour plein de raisons qui étaient liées aux blessures de ma vie et au fait que je me sentais pas bien. Puis à un moment donné, on se dit on construit. Et puis l'année d'après, quasiment une année après, le 13 janvier 1987, arrive Mariam, notre première fille. Et donc là, ça veut dire c'est ici que nous serons. Même si après, on va repartir en Égypte pour ma formation, pour que les enfants parlent l'arabe. Mais ça, c'est la deuxième des stabilités. Et puis, il y a une autre chose qui a été déterminante aussi par rapport à ma vie, c'est que Iman a été la première interprète de ma pensée quand elle s'adressait au public occidental. Et elle en était aussi la mesure et le témoin. Parce qu'elle était suisse, parce qu'elle était en Occident, parce que parfois je pouvais dire des mots et puis elle réagissait très vite en ayant la sensibilité soit de l'accueil, soit du malaise. Et ça a été aussi déterminant. Je dois beaucoup à notre cheminement commun quant à ma façon de m'exprimer aujourd'hui, de pouvoir le dire avec la sensibilité de ceux qui sont d'ici. Parce que, moi, j'ai beau être d'ici, j'ai quand même... je parle pas avec mes parents... je parle pas le sentiment européen, parce qu'on peut parler les langues et on peut parler le sentiment. Parler le sentiment, c'est le substrat non dit du culturel. Et moi, je pense que le culturel égyptien est dans mon sang aussi. Mon rapport au temps, mon rapport aux choses, et même dans ma façon de m'exprimer. J'ai même pu le voir chez mes frères, ma sœur. On n'a pas le même rapport, et ça, c'est dû à mon mariage, c'est dû au fait que dans les premiers temps, après, j'allais peut-être trop vite pour la lecture, mais tout ce que j'écrivais dans un premier temps, elle l'a lu avant que ce soit publié. Et ça, c'est aussi... Parce que on est en 86, mon premier livre sort en 92, 93, et entre-temps, j'écrivais des textes, et puis elle suivait tout ça. Et donc, c'est de l'amour, c'est de la complicité, et puis c'est des défis communs, parce que c'était pas facile. C'était pas facile parce qu'elle, très vite, il a fallu qu'elle puisse se disposer par rapport à l'islam. Même par ensuite va venir la question de l'enseignement, milieu laïque, etc. Et moi, plus tard, 3 ans plus tard, en fait, il y a le défi du foulard en France et puis mon engagement différent sur le plan de la religion. Donc, ça a été important et ça l'est resté depuis. On est aujourd'hui 35 ans après votre mariage et on voit finalement, quand on vous côtoie, un couple qui ne s'est jamais lâché. Vous ne l'avez jamais lâché, elle ne vous a jamais lâché. Il y a eu pas mal d'épreuves, notamment l'incarcération, on y reviendra. Et on voit une solidité qui est restée, même 35 ans plus tard, ce qui n'est pas commun. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette solidité? Je crois. C'est dû à Iman. C'est... Dans la solidité de ce qui a fondé, elle a, de ce point de vue et de ce cheminement, beaucoup plus de force et de dignité que je n'en ai eu, parce que dans l'histoire qui m'amène en prison, il y a la non-culpabilité légale, mais il y a la défaillance morale, et elle est de mon côté. Mais vous non plus, vous n'avez rien lâché, parce que vous dites effectivement qu'il y a cet amour, il y a cette solidité que votre femme vous a donnée, mais vous, on le voit 36 ans plus tard, vous êtes là, vous êtes marié, vous êtes père, vous êtes resté. Entre Dieu et moi, j'ai pas toujours été à la hauteur des principes, non. Ça, c'est sûr. Et donc ça, voilà, je veux dire, à partir de ça, je pense que ce que Dieu m'enseigne, ça n'est pas uniquement le fait de le constater,
c'est le fait qu'à partir du moment où on le constate, il faut se réformer, il faut travailler. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, mais je veux dire, dès les premiers jours de prison. C'est pour ça que je sais gré à Dieu et que je le remercie de ça. Mais, je veux dire, moi je vis avec une femme qui, du point de vue de ses sentiments et du point de vue de son vécu, elle ment peu. Il y a sans doute des mensonges que je ne sais pas, mais sur le plan de ce qui a construit la maison, de ce qui a construit la famille, de ce qui a construit notre amour et l'amour de nos enfants, personne ne pourra lui reprocher ça, parce que ça n'existe pas. Et donc ça, c'est le substrat. Je pense que tous les enfants le savent. Tous les enfants savent. Et que dans cette épreuve-là, cette unité qui s'est faite, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle aussi. Et donc, voilà. Moi, je l'ai toujours dit, un des signes de l'amour de Dieu dans ma vie, ça a été sa présence. Mais peut-être qu'il faudrait que vous réalisiez aussi à cet endroit-là, comme tout au long de votre vie, qu'il y a aussi votre part et que tout ce que a donné votre famille, votre couple, ce que vous avez aujourd'hui, cette solidité, vient aussi, peut-être vous parlez de principe, peut-être faut-il parler du cœur, de la hauteur de votre cœur. Peut-être que dans ces rencontres... Mais reconnaître le caractère essentiel de ce que l'autre vous donne, ça ne veut pas dire diminuer le sien, mais je le mets à sa place. Je sais que, évidemment, qu'à partir d'un certain moment, par rapport à elle, par rapport à nos enfants, par rapport à la vie, il y a eu... évidemment que si ça a tenu comme ceci, c'est dû à des qualités communes, aux siennes autant que les miennes. Mais c'est pas de ça. C'est pas ça qui va... Je veux dire, j'ai pas besoin de le dire pour avoir une image valorisante, ni de moi, du couple. Je veux dire, de ce point de vue-là, ça a été un moment fondateur. L'année 86 et tout ce qui vient par la suite a été un moment fondateur. Ça a été aussi des choix. Hein. Ça a été des choix. Je veux dire, des choix où il y a des choses que l'on faisait... Nos premiers enfants, les 3 premiers enfants, où il y a une différence d'âge entre les 3 premiers et puis la dernière, Najma. Et aujourd'hui, Najma, d'une façon différente, le vit avec nous, mais les 3 premiers enfants, dans nos voyages, dans nos rencontres, dans ce qu'a été l'Afrique pour nous, ce qu'a été l'Égypte pour nous, ce qu'a été l'île Maurice pour nous, je veux dire, on a vraiment une mémoire commune. On a vraiment une expérience commune. Vient ensuite s'ajouter tout ce qu'on est en train de vivre maintenant, et je pense que toute l'étape qui va venir à partir de 2006-2007, quand Najma elle commence à prendre conscience des choses, jusqu'à maintenant où elle approche ses 20 ans, eh bien on construit des choses aussi communes. C'est-à-dire que l'épreuve à travers laquelle on est tous passés, elle a je veux dire, c'est assez surprenant parce que les gens, quand ils voient de l'extérieur, ils se disent, le pauvre, ça a dû... je veux dire, ils imaginent que l'épreuve m'a effrité. Mais c'est exactement le contraire, en fait. Et moi-même, et ma famille. C'est-à-dire que la famille, aujourd'hui, elle est beaucoup plus solide dans ce qu'elle sait qu'elle dépasse qu'elle ne l'a été avant. Et pour ce qui me concerne, je suis beaucoup plus libre qu'avant. Beaucoup plus libre qu'avant. Avant, j'avais une sorte de liberté dans mon engagement, mais sans être conscient des risques que je pouvais encourir, puisque ma vie était difficile et mes blessures étaient profondes. Mais là où j'en suis aujourd'hui, j'ai une liberté qui est consciente, assumée. Et qui me pousse d'autant plus à me dire il faut que j'aille au bout de mes responsabilités. Et s'il plaît à Dieu, j'irai. Un mariage qui a donné lieu à une famille, vous avez eu 4 enfants. Comment vous avez vécu ce chemin de la paternité ? Assez naturellement, je pense que... mon problème a été très rapidement que j'avais une activité qui était particulièrement importante. Et effectivement, dans cette activité-là, très rapidement,
Ben, elle a été, Iman, elle a été le pilier de la famille. Elle s'est occupée beaucoup des enfants, tout de suite de Mariam et moi, il m'est arrivé d'être en voyage, même si on partait toutes les périodes de vacances, on partait ensemble. Je suis souvent retrouvé dans des week-ends ou des moments de la semaine avec les enfants, et moi, je n'y étais pas. Mais je pense que dans ce rapport de paternité, il y a des moments où il y avait une vraie conscience de leur présence aux enfants. Et puis, en particulier, une chose qui est venue dans les premières années, je leur parlais pas arabe, en fait. Je leur parlais français. Et on s'est dit, comme projet de vie, il faut qu'on parte en Égypte, en 92, pour qu'ils puissent, d'ailleurs, elles-mêmes, apprendre l'arabe, les enfants, acquérir l'arabe. Et puis moi, faire mes études, parce qu'on était après 89 et après le début de mon engagement dans le foyer culturel musulman à Genève, dans mon engagement vis-à-vis du débat français, l'écriture de mon premier livre qui est apparu au même moment puisqu'il sort tout de suite après en 93. Et à partir de ce moment-là, cette expérience en Égypte, elle a été aussi très très importante parce que là, tout à coup, à un moment donné, avec nos enfants, la première, Mariam, à ce moment-là, moi j'avais déjà été doyen pendant 4 années au collège et j'avais démissionné. C'est-à-dire que je ne me suis pas impliqué sur le plan religieux dans ma parole publique tant que j'étais doyen, parce que c'était normal. En tant que doyen, je portais une espèce de responsabilité de neutralité. Et puis en 92, j'ai démissionné. Et à partir de ce moment-là, l'expérience d'Égypte a encore resserré le lien de famille. On était ensemble tout le temps. Moi, je faisais mes études de façon traditionnelle. Les enfants étaient à l'école là-bas et apprenaient la langue. En plus de cela, on a eu des moments tout à fait particuliers aussi avec mes beaux-parents qui sont venus nous voir. Et ça a changé. Quelque chose a changé à ce moment-là. Je pense que 92, l'expérience de l'Égypte, qui a duré 1 année et demie, a été importante pour tout le monde. Puis ensuite, après, ça va rythmer parce qu'on le refera de nouveau 4 ans plus tard, quand on va se retrouver en Angleterre, sans compter les voyages que l'on fait ensemble. Donc, et nos enfants, ils sont éduqués avec cet entourage-là affectif, avec des exigences. On est tous les deux exigeants sur le plan scolaire, et puis on n'a jamais vraiment eu de difficulté sur ce plan-là. Chacun, à sa façon, avait un engagement scolaire, même si certains ont eu plus de difficultés à entrer dans le cadre scolaire que d'autres. Mais ils ont tous avancé de ce point de vue-là. Ils ont tous... et nous, on avait ça. On avait aussi la question de la religion. Après l'Égypte, pendant pratiquement 12 ans, 11 ans exactement, tous les matins, je réveillais les enfants et je révisais le Coran avec eux. Et j'accueillais avec eux la journée avant d'aller à l'école, de façon très très disciplinée. Ils n'en ont pas toujours un bon souvenir. Et pourtant, ils savent aujourd'hui combien c'est important, combien ça a été important. Tous les 3. J'ai pas pu faire ceci avec la dernière, avec Najma, on n'a pas eu ces moments-là. Malheureusement, je l'ai toujours regretté. J'ai toujours regretté de ne pas avoir pu lui donner la même chose que ce que j'avais donné aux plus âgés. Mais ça a été aussi important. Mais ça montre bien l'axe. Scolairement, soyez équipés. Spirituellement, soyez formés. Et puis ensuite, il y a toute une autre dimension, qui a été une dimension des voyages. Je veux dire, je crois qu'à l'âge de... On avait compté, je crois qu'à l'âge de 12 ans, Mariam, elle avait déjà visité 30 pays. Donc on voyageait beaucoup, beaucoup. Et donc ça aussi c'est formateur. Ça aussi c'est formateur. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et les autres garçons, et même Najma, parce que Najma très vite aussi, elle va se mettre à voyager avec nous. C'est un horizon, c'est une autre façon de voir le monde, c'est une autre éducation. Je veux dire, la réussite scolaire, c'est pas le diplôme seulement. Puisque si la réussite scolaire, elle ne fait pas partie d'une réussite humaine, et que la réussite humaine, c'est quand même une vision du monde qui est ouverte, je veux dire, combien il y en a qui ont des diplômes et qui ont l'esprit fermé. Nous, c'était pas notre choix.
toujours été différent. Et ça, je veux dire, il y avait même pas on se posait même pas la question, c'était naturel entre nous, on avait la même vision. C'est des choses qui se sont fait naturellement. Le fait de partir ou le fait de voyager, on avait ces mêmes priorités. Et ça, c'est très reposant dans un couple. Quand l'essentiel est naturel, ça repose. Ça repose. Ça vous permet de vous fixer sur d'autres choses. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé après. Vous avez assisté aux accouchements? Oui, de tous. Même si j'ai eu la mauvaise idée lors du premier d'arriver un peu en retard, mais j'étais là. En fait, c'est pas vrai. Je suis parti et quand je suis revenu, les choses s'étaient accélérées, mais j'étais là pour les 4, oui. Qu'est-ce que vous ressentiez? Sûrement l'expérience est différente d'un enfant à un autre, mais ce devenir père, voir votre enfant arriver sur la Terre, quel était votre ressenti à vous? En fait, c'était des moments qui sont importants, mais il n'y a rien de spécial que je pourrais dire je me suis senti changé ou j'étais un papa. Non, je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. J'ai plutôt eu, bon, par exemple, à la naissance de la première, ça a été difficile, il y a eu de la douleur. Moi, j'étais parti, j'étais revenu. Les autres, ça s'est passé plus naturellement. J'ai pas toujours, je veux dire, la naissance du deuxième, j'avais un match de foot important le même jour, donc j'ai dû partir. Donc j'étais là, mais à un moment donné, je suis parti et je suis revenu. La naissance de Najma était un moment tout à fait singulier aussi, parce que bon, déjà pour nous, on avait 3 enfants, c'était pratiquement terminé. Dans notre vision. Et puis non, c'était pas terminé. Il y a quelque chose qui a fait que Dieu l'a voulu et on l'a voulu. Et puis Najma arrive. Et puis ça va ressouder, reformer quelque chose de nouveau autour d'elle aussi. Mais au moment de sa naissance, où moi je suis là, et la sage-femme dit, mais c'est un miracle en fait. Parce que le placenta, parce qu'il aurait pu se passer une hémorragie qui aurait pu l'emporter, elle et l'enfant. Et donc ça aussi, c'est à un moment donné, on se dit, il y a des bénédictions qu'il faut qu'on sache reconnaître, des signes comme ça sur la route. Sauf que maintenant, elle arrive dans l'année de ses 20 ans, que le temps est passé et qu'on est tous là. Je pense qu'au travers même de cette dernière épreuve, c'est une famille. Vous aimez être père? Oui. Oui. Je ne suis pas le meilleur des pères. Je n'ai pas forcément donné ce que je devais. Je n'ai pas forcément dit ce qu'il fallait le dire. Mais devant Dieu et devant ma conscience, je pourrais dire j'ai essayé de faire de mon mieux. Et cette expérience de la parentalité, de la paternité, vous parliez beaucoup de votre père et de votre lien à votre père. Vous, le père que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire en fait de vous? Oui, si je devais analyser en fait, ce que l'on fait en général quand on regarde sa vie, ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté, je pense un jour, un de nos enfants, Moussa, le 3e, il avait des difficultés comportementales au collège, c'est-à-dire au niveau du cycle d'orientation. Et moi, j'avais été prof dans le cycle d'orientation, j'avais enseigné là-bas quand j'étais jeune. Et une des secrétaires était la même secrétaire que quand moi j'y étais, avant que je quitte. Et puis un jour, je l'appelle et on devait parler au doyen qui s'occupait de notre fils. Et elle me dit au téléphone qu'en fait, elle comprenait ses difficultés, puis elle ajoute, parce que c'est pas facile d'être le fils de Tariq Ramadan. Et je pense que c'est pas facile. Mais c'est pas facile à cause du nom public. C'est pas facile à cause de mon caractère, à cause de ce que je peux représenter. Je pense que ma présence et mon attitude pour les premiers enfants
peut-être moins avec la dernière, qui se dispose, qui a un caractère qui est, Najma, elle est particulière, elle peut se positionner de façon plus affirmée, mais en même temps, elle a aussi ça, des moments, elle a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a un type de rapport à l'autorité ou à la personnalité de ce que je dégage qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile. Ça n'a pas forcément été facile pour eux de me parler, pas facile de me confronter. Souvent, ils ont parlé à leur maman d'une autre façon qu'ils me parlaient à moi. Ils lui disaient à elle ce qu'ils ne disaient pas à moi. Je veux dire, je pense que même parfois, ils avaient des dérapages dans la formulation qu'ils n'auraient jamais osé avoir avec moi. Et s'ils l'ont eu, parfois, ils s'en souviennent. Ouais. Donc, c'est pas facile, je sais ça. Et c'est pas forcément positif. Hein. Je veux dire, l'autorité naturelle peut être le fait que vous empêchez de dire, vous empêchez d'exprimer. Je pense que certains de mes enfants, à des moments donnés, je pense tous, et certains à des moments donnés, ont dû souffrir de ne pas pouvoir parler. Donc ça, c'est vrai. Et à un moment donné aussi, je pense qu'ils ont pu apprécier le fait que ça leur donnait un cadre. Mais chacun de mes enfants, quand il a atteint 20 ans, je lui ai écrit un poème. Je dois bientôt en écrire un autre, bientôt. L'année prochaine, le 12 octobre prochain, je devrais écrire un poème. Mais je leur ai écrit un poème à tous et à chacun. J'avais eu cette formule qui disait que j'étais autant le chemin, j'étais autant le mur que le chemin. C'est-à-dire ce mur contre lequel on se cogne, parce que c'est l'autorité. Et je pense que mes enfants se sont cognés. Puis le chemin, parce que ça cadre, que ça permet de ce point de vue-là, de se rendre compte qu'il y a une route à suivre. Et je pense que ça a dû être extrêmement dur de faire face à l'épreuve qui vient de se passer là, de ce que j'ai vécu. Ça a dû être dur pour les enfants, très dur. Et je pense qu'en fait, l'attitude de leur maman a dû beaucoup les aider. Et je pense que leur attitude a beaucoup aidé l'attitude de leur maman. Et je pense que si ce chemin-là si tout ça n'avait pas été là, je pense que la violence de cette affaire aurait eu raison de la solidité de nos racines. Mais il y avait quelque chose, et il y avait quelque chose de plus fort que ça. Et puis d'ailleurs, quand Dieu décide, les hommes ne décident pas. Vous parliez du fait de ne pas avoir d'image en tête de votre famille d'origine, on va le dire comme ça, tous ensemble. Votre famille, celle que vous avez construite, votre femme et vos enfants, vous avez eu des moments justement tous ensemble. Est-ce que vous avez des images comme ça de vous six? Est-ce que vous avez des... Là maintenant, avec ce qui vient de se passer après l'épreuve, bon, il se trouve qu'on est un peu éparpillés parce que certains sont en Angleterre, d'autres sont en Orient, d'autres sont en Suisse, puis nous on est par la force des choses en France. Mais il s'est trouvé qu'à des moments donnés, on a pu se retrouver, pas toujours tous ensemble, mais dans ce qui a précédé l'épreuve, on a eu des moments où on était tous ensemble. Il y en a de très nombreux, des moments où on était en famille, où on a vécu quelque chose ensemble. Plus quand on était les 5, mais quand même à des moments avec Najma, quand elle était présente, on a des moments qui sont... Oui, ça, ce sont des moments qui sont là, oui. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir ces images en vous, d'avoir réussi ça, cette réussite collective? Est-ce que ça vous rend heureux? Mais le fait d'être ensemble, pour moi, c'est pas une réussite. Pour moi, c'est naturel. Ce que j'appellerais réussite, c'est ce que j'appellerais le supplément d'âme. C'est ce qu'on réussit à ajouter au fait d'être objectivement ensemble et qui fait qu'il y a une autre complicité, il y a un autre rapport. Parce que même entre eux, hein, ça n'a pas été simple. Hein. Je veux dire, ils se sont parfois disputés, ils se sont parfois ignorés, ils ont été blessants les uns avec les autres. Parfois par ma faute, parfois par des interprétations sur la vie.
l'épreuve, elle leur a rappelé simplement, si vous êtes têtu à vouloir avoir raison, eh bien la vie aura raison du fait que vous soyez têtu, vous ne serez pas heureux. Et je pense que quelque chose a changé de ce point de vue-là aussi. C'est-à-dire que même l'épreuve a été éducatrice dans leurs relations les uns avec les autres, et que là, quelque chose a changé aussi. Donc, grâce à Dieu, je ne crois pas que de ce point de vue-là, c'est pas que je ne crois pas, vraiment, on peut juste remercier, parce qu'il ne faut pas qu'on se plaigne. Il ne faut pas qu'on se plaigne. Et si il m'était arrivé quelque chose en prison, et si il était arrivé quelque chose à un enfant, et si ma femme était partie, et si un de mes enfants avait refusé, ben rien de tout ça n'est arrivé. Et à tous ceux qui, de l'extérieur, ont pu porter des jugements sur telle ou telle personne, eh bien, je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte que ben nous, on n'a pas de leçon à donner. On a juste à dire merci à Dieu. Effectivement, quand on voit votre famille, on sent une famille très soudée. Et c'est aussi ça qui nous a donné envie de faire cet entretien, parce que je pense que de l'extérieur, les gens n'accèdent pas finalement à qui vous êtes vraiment, à ce qu'est votre famille et ce que vous avez construit. Et en termes psychologiques, puisque c'est bien à partir de là aussi qu'on réalise cet entretien, moi je le poserai le mot réussite. Quand on voit la force de l'amour qui unit votre famille d'aujourd'hui, quand on voit vos liens, on ne peut que se dire que beaucoup d'épreuves ont été traversées. Finalement, c'est ce qui reste, ce qui demeure et ce qui est absolu, ça reste ces liens et cet amour qu'on sent même dans la fratrie dont vous êtes le père, et dans cette union et dans cette famille-là. Mais je refuse pas ce terme-là. Je pense que oui, bien sûr que... Moi, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été réussies. Bien sûr. Mais moi, je suis assez perfectionniste en tout. Je veux dire, je ne me contente pas de ce qui fut une réussite, mais je pense on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, puis je suis servi. Hein. Je pense que l'une des personnes qui est, de ce point de vue, au niveau familial, la plus exigeante, c'est sans doute Iman. Elle pense toujours qu'on peut faire mieux. C'est aussi une famille où il y a une culture mixte, vous êtes un couple mixte. Comment vous avez interprété cette partition-là de votre vie et de vos deux cultures? Et qu'est-ce que ça a donné, d'après votre regard, au niveau de vos enfants? Oui, on est un couple mixte culturellement, mais c'est relatif aussi, parce que je suis 100% de sang égyptien, mais je suis très européen en fait. D'ailleurs, même ceux qui me voyaient... parmi les Arabes, entre guillemets, ou les Africains qui vivaient, ils me voyaient quand même comme un Européen, même si l'aspect ne l'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un substrat de culture africaine. Et là aussi, c'est quelque chose... et puis, il y a aussi les deux cheminements par rapport à la religion qui ne sont pas identiques. Parce que moi, je suis... musulman de l'intérieur et par choix, et puis Iman est musulmane qui vient à l'islam et par choix aussi, mais elle vient d'un autre cheminement. Et ça aussi, c'est quelque chose que on était assez vite et naturellement d'accord là-dessus. Il n'y avait pas d'imposition par rapport à la religion. On avait un cadre, on avait des exigences, et puis culturellement, on est au sens littéral et non pas au sens de la connotation. On est des gens de voyage. On est des gens de voyage et on a voyagé dans beaucoup de pays. Et puis on prenait et on a appris à nos enfants à regarder et apprendre, avec toujours une chose qui est finalement notre philosophie de vie. Je pense que c'est une philosophie de vie familiale. Prends le meilleur où que tu le trouves. Et donc c'est un mariage de ces éléments-là. C'est-à-dire que quand on est allé en Égypte, il y a plein de choses qui nous ont plu, on les a pris, puis il y a des choses qui ne nous plaisaient pas. Moi, dans la culture égyptienne, il y a des choses que j'aime pas du tout. Puis il y a dans la culture occidentale des choses que j'aime, puis il y a dans la culture africaine, non, moi je suis très proche de la culture subsaharienne. Même je pense que je suis plus africain noir qu'africain égyptien. Je pense. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'Afrique subsaharienne qui m'a tout de suite touché, qui m'a pris comme ceci. Il y a quelque chose au Mali qui... D'ailleurs, au Mali, j'ai été renvoyé d'une mosquée parce que j'étais trop blanc. Je pensais que j'étais un journaliste qui venait bricoler là-dedans. Je dis, mais non, je suis un Égyptien, un musulman, il n'y a pas cru. Il m'a pas laissé entrer. Mais je suis de cette culture-là. Et donc, nous, dans notre famille,
quand on voit nos enfants, ils ont ça. Ils ont, je veux dire, l'aînée, elle a tout de suite été extrêmement attirée par l'Afrique noire, et puis en même temps par l'Orient, et puis en même temps dans les voyages, on avait tout ceci. Et nos deux garçons, la même chose, et puis Najma, qui est venu bien plus tard, c'est la même chose. Je pense que, en fait, ils ne vivent pas la culture comme l'appartenance emprisonnée à une culture donnée, mais plutôt c'est le bien partout où on le voit. Je crois que c'est impossible pour un membre de notre famille d'être traversé par quelque chose qui est le racisme. Si ce n'est les choses de surface, parce qu'un de nos enfants a un contentieux avec l'Inde, mais qui est plutôt dû à un rapport à une perception qu'il peut en avoir. Mais il n'y a pas de... On ne vit pas, on n'est pas du tout traversé par cela. Mais ça vient de cela. C'est le fondement, c'est une femme et un homme qui sont des parents, qui ont des principes communs et une vision ouverte sur les cultures. C'est-à-dire, les principes leur disent, quelle que soit la culture, eh bien, prends le meilleur de là où tu le vois. Donc moi, je veux dire, on est allé en Égypte, on a pris, on est allé au Maroc, on a pris, à l'île Maurice, on a pris, en Afrique noire, on a pris de partout. Et tous nos enfants sont habités par ça, par cette richesse-là. Et ça veut dire aussi que, je veux dire, mais quand j'entends aujourd'hui en France que j'ai développé une pensée communautariste, je dis, mais rien n'est plus étranger à mon être en tant qu'homme, à ma fonction en tant que père, à mon enseignement en tant que prof, que l'idée d'enfermer quelqu'un dans une communauté. C'est étranger à tout ce que je suis, tout ce que je défends et tout ce que j'enseigne. Mais seuls les communautaristes voient dans l'autre le communautarisme qu'ils projettent. Et c'est souvent comme ça. Ce qu'on voit là, par exemple, c'est assez marrant de voir l'élite blanche en France qui traite tout le monde de communautariste, alors qu'ils sont les premiers à l'avoir constitué pour eux-mêmes, loin des autres.